Mesdames et messieurs les représentants du ministère grec de la Culture et des universités de Grèce, Madame la représentante de l'ambassade de Serbie en Grèce, Mesdames et messieurs les directeurs des instituts et écoles étrangères, chers collègues, chers amis. Merci de nous rejoindre ce soir dans cette présentation annuelle des travaux de l'École française d'Athènes. Je salue aussi celles et ceux qui sont nombreux sur l'écran à se joindre à l'assistance présente ici. Pour celles et ceux qui sont sur place, nous rejoindrons tout à l'heure les jardins de l'école, à côté, rue Didotou, où je vous accueillerai pour le traditionnel buffet estival de la soirée. Comme chaque année, l'auditorium de l'Institut français de Grèce accueille la conférence annuelle de l'école. Je remercie Mathieu Abgral, directeur par intérim de l'IFG, de nous accorder cette hospitalité coutumière. Dans la continuité des travaux impulsés au cours de ces dernières années, l'École française d'Athènes développe son activité dans un périmètre géographique large, la Grèce, mais aussi les Balkans et la Méditerranée orientale, dans la continuité des recherches et des enquêtes de terrain menées par les premières générations de membres scientifiques des dernières décennies du XIXe siècle et des premières décennies du XXe siècle. Elle rejoint ainsi les 4 autres écoles françaises à l'étranger qui tissent un réseau dense de travaux sur le terrain et de partenariats de recherche en Égypte et au Maghreb, en Espagne et en Amérique du Sud, en Italie et dans les Balkans, ainsi que dans toute l'Asie. Cette ampleur géographique est bien plus qu'une série de points sur une carte. C'est la condition même du renouvellement des recherches dans le domaine des humanités et des sciences sociales. Qu'il s'agisse d'archéologie, d'histoire de l'art, d'anthropologie ou d'ethnographie, c'est par la comparaison, c'est par le dépassement de nos historiographies nationales, c'est par la mise en perspective que les données de référence produites par les recherches que mène l'école sur le terrain depuis 180 ans peuvent contribuer à renouveler notre compréhension du passé et du présent. C'est pourquoi les partenariats sont au cœur de nos travaux. Ces partenariats sont d'abord ceux qui nous lient au ministère grec de la Culture, que je remercie une fois de plus cette année pour l'hospitalité et la coopération dont font preuve les directions du ministère et les directeurs et directrices des éphories et des musées avec lesquels nous travaillons au quotidien. J'associe à ces remerciements les autorités archéologiques de Chypre et d'Albanie, dont dépendent plusieurs fouilles de l'École française d'Athènes. Plus largement, sur tous ces terrains de recherche, qu'il s'agisse d'archéologie ou d'autres disciplines des sciences humaines et sociales pour les périodes modernes et contemporaines, l'École française d'Athènes et ses chercheurs, venant d'universités et centres de recherche, français ou francophones, travaillent en partenariat avec des équipes de Grèce. Je pense à la Société archéologique, à la Fondation nationale de la recherche hellénique, et aux nombreuses universités d'Athènes, de Thessalonique, de Volos, de Rhétimno et d'autres encore. S'y ajoutent nos partenaires des nombreuses écoles étrangères d'Athènes pour différentes initiatives communes. Nous travaillons aussi en partenariat avec plusieurs organismes d'Albanie, de la République de Macédoine du Nord, de Bulgarie, de Roumanie, de Turquie, de Chypre. J'associe à ces remerciements que nous voulons adresser à tous ces partenaires, collègues et amis, les nombreux musées avec lesquels nous entretenons un dialogue fructueux en France, en Grèce et dans tous les pays qui accueillent nos recherches. Le financement de nos travaux est à l'image de ces interactions et je profite de cette conférence pour remercier chaleureusement, comme chaque année, toutes les organisations qui soutiennent notre activité. Les travaux de l'école sont largement financés sur fonds publics et s'inscrivent dans le cadre de la politique du ministère français de l'enseignement supérieur et de la recherche et dans un dialogue scientifique avec l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Plusieurs missions archéologiques de l'École française d'Athènes bénéficient également du soutien de la Commission des recherches archéologiques du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. L'école candidate régulièrement à des appels à projets nationaux et européens et bénéficie de financement de la Commission européenne. Nous savons aussi pouvoir compter sur la générosité de fondations et de mécènes de plusieurs pays qui ont soutenu notre activité en 2024, de même que toutes celles et ceux qui, par l'intermédiaire du fonds de dotation de l'École française d'Athènes ou par l'intermédiaire de l'association des Amis de l'école, s'engagent à nos côtés.
Leur soutien est indispensable à nos recherches et je les en remercie chaleureusement. Sur les terrains archéologiques, les municipalités sont très souvent engagées et nous apportent un appui logistique extrêmement précieux. Qu'elles en soient toutes chaleureusement remerciées. En retour, nos équipes ont plaisir à présenter les résultats des fouilles aux écoles et aux habitants à chaque occasion. Je vous parlerai donc ce soir des travaux menés par l'École française d'Athènes au cours de l'année 2024, avant de céder la parole à l'oratrice de cette soirée qui, comme vous le verrez, fera largement écho aux propos de cette introduction. En 2024, l'activité de l'École française d'Athènes commence avec la préhistoire et l'exploration des établissements humains qui ont rassemblé les premiers paysans européens. À Chypre, où l'École française d'Athènes est associée à la fouille de Climonas et Pactomena, des datations radiométriques ont permis de situer l'occupation humaine aux alentours de 13 000 ans avant notre ère à l'épipaléolithique. Il s'agit d'un établissement implanté sur la berge d'un cours d'eau avec un important matériel de silex taillé. En Grèce du Nord, sur le site de Dikilitash, la fouille est menée par l'École française d'Athènes et la Société archéologique, avec des équipes venues de Grèce, de France et de Bulgarie. Elle s'est approchée systématiquement du niveau du néolithique récent, permettant ainsi d'interpréter de manière cohérente les découvertes faites lors des précédentes campagnes sur cette zone d'habitat et de production artisanale. Des sols enduits, des trous de poteaux soutenant des planchers, des structures en élévation, des fosses dépotoirs, des tranchées. Les dépôts fouillés ont cette année encore livré un très riche matériel, dont des pièces de parure en or, des figurines et de la céramique, mais aussi des restes de bois minéralisés. En Crète, l'École française d'Athènes a été présente aux côtés de l'Éphorie pour appuyer à Malia le dossier de demande de classement des palais minoens au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous avons mené plusieurs opérations de mise en valeur, en particulier au quartier nu, en contribuant à une lecture plus aisée du site. Les panneaux du centre de documentation ont été entièrement refaits avec de nouveaux contenus. Les études se sont poursuivies, contribuant à préciser à la fois le phasage et les référentiels de l'occupation du site aux périodes qui ont précédé et suivi l'existence du palais minoen au IIIe et au IIe millénaire. Les habitations de la partie sud, mais aussi le secteur Pi, ainsi que les nécropoles et l'agora, ont fait l'objet des investigations de 2024. Parallèlement, une opération d'archéologie expérimentale a permis d'étudier les enjeux de la construction en bois et en terre crue. En Phocide, sur le site préhistorique, proto-historique de Kyra, qui est extrêmement riche d'informations sur la période de l'Helladique moyen jusqu'au bronze récent, tant sur le plan de l'habitat que des pratiques funéraires, les campagnes d'études s'achèvent peu à peu. Elles fournissent des corpus de référence pour cette période à partir de la céramique, des ossements et des données environnementales. On s'approche ainsi au plus près des conditions de vie de ces communautés des environs de 1500 avant notre ère, avec leurs objets quotidiens, leur alimentation, leurs élevages, leurs sépultures. En Albanie, dans la région de Korçë, un programme a porté sur l'étude des sites de hauteur, qui sont souvent les seuls sites d'habitat reconnus pour la période proto-historique et le début de l'âge du fer, en plus de l'habitat lacustre de Sauviane, dont le premier volume est désormais publié dans les collections de l'école. La campagne de fouilles menée sur le site de Bartsch a permis de préciser la chronologie de l'occupation, qu'il faut situer à partir du bronze récent, pour les premières structures fortifiées, avec des phases ultérieures correspondant à l'âge du fer et jusqu'au début de l'époque romaine. Après ce bref passage par la pré- et la proto-histoire, c'est l'étude des périodes historiques qui se poursuit sur les grands sites qu'explore l'École française de longue date. À Thasos, plusieurs études ont été menées en 2024 sur le matériel des fouilles précédentes, qu'il s'agisse de céramique, de sculpture ou encore de numismatique, couvrant une phase longue allant des débuts de la colonisation archaïque jusqu'à l'Antiquité tardive. Parmi de nombreuses avancées sur l'agora, sur le port, à l'Héracléion et l'Artémision, c'est en particulier la chronologie de l'occupation thrace avant l'arrivée des Grecs qui a pu être précisée.
on a désormais la certitude qu'elle remonte dans certains secteurs, au moins à la première moitié du IXe siècle, voire au Xe siècle avant notre ère. Non loin, à Philippe et sur des périodes plus récentes, les équipes de l'École française d'Athènes ont poursuivi leurs travaux. Au Forum, la campagne de 2024 a été consacrée à l'achèvement du premier volume de la publication qui paraîtra prochainement. 2 volumes du corpus des inscriptions de Philippe ont été également achevés et seront bientôt publiés. À Delphes, une 3e campagne de fouilles a été menée sur la terrasse de Marmaria, tandis que se poursuivait le réexamen architectural des monuments de ce sanctuaire. La fouille a permis de comprendre les contextes de construction et d'utilisation de cette terrasse cultuelle qui fonctionne face au grand sanctuaire d'Apollon, et de mieux dater les glissements de terrain qui ont compromis l'usage de la terrasse. La fouille a montré en particulier que le temple d'Athéna n'avait manifestement pas été endommagé avant l'époque romaine. Au trésor des Marseillais, où un fragment de trépied en bronze a été recueilli, des travaux de soutènement antique ont été repérés. Enfin, avec la fouille du grand hôtel adjacent, on a pu confirmer que c'est à partir du VIe siècle avant notre ère que l'on repère les premières activités sacrificielles. Parallèlement, de nombreuses campagnes d'études de matériel, d'analyse architecturale et de relevés par drone ont été menées dans le cadre du programme d'études sur les fortifications de Delphes et d'Amphissa, pour en préciser la chronologie. D'autres travaux ont été conduits dans le cadre du programme d'études de la ville de Delphes pour cartographier le réseau des rues, dans le cadre du programme d'études sur la pierre à Delphes pour le repérage des carrières environnantes, au gymnase pour en achever le relevé architectural. D'autres équipes encore ont travaillé sur les parures de bronze, les dédicaces inscrites et les monuments votifs, ainsi que les figurines de l'antre coricien. À Argos, une phase très active de travaux de publication a démarré. Après la sortie du volume sur l'Aspis et de celui sur l'Aphrodisione, c'est le matériel de ce sanctuaire de l'Aphrodisione, et en particulier les centaines d'objets métalliques qu'il a livrés, qui est à l'étude, tandis que se poursuivaient les travaux de photogrammétrie sur l'Agora. En 2024, c'est également le relevé photogrammétrique complet du château de la Larissa qui a été achevé avec la création d'un modèle numérique d'une précision submillimétrique. Grâce à ces données, il sera possible de produire de nouveaux plans, de décrire les vestiges et leurs techniques de construction, de restituer les tronçons manquants, d'établir une succession des phases architecturales et de proposer une étude du bâti. À Égine, c'est une nouvelle campagne de fouilles sous-marines qui s'est tenue au cours de l'été 2024, se concentrant en particulier sur le complexe des hangars à bateaux au niveau des stylobates, confirmant ainsi leur construction par les Éginettes entre la fin du VIe et le début du Ve siècle avant notre ère. C'est donc l'un des hangars à bateaux les plus anciens conservés et fouillés, presque sans parallèle archéologique en Méditerranée, un prototype qui confirme la prééminence d'Égine en matière de marine de guerre, bien avant les initiatives athéniennes de Thémistocle. À l'autre bout de la frise chronologique, la fouille a également éclairé la période d'occupation byzantine du port au VIe et VIIe siècle de notre ère, un autre résultat majeur pour la connaissance des installations portuaires de la mer Égée. Enfin, la fouille s'est poursuivie à l'emplacement de la fondation de la fortification portuaire et de l'entrée du port de guerre, tandis qu'une photogrammétrie à grande échelle était entreprise. Ces travaux ont permis de documenter les méthodes de construction des ports grecs dont on sait désormais qu'elles utilisent pour leur fondation des remblais de moellons de différentes tailles, contrairement à la méthode de construction phénicienne caractérisée par l'usage des pierres taillées. Cette fouille est aussi le terrain d'application de nouvelles technologies sous-marines et robotiques et un lieu de formation pour les étudiants et les professionnels. À Délos, à la fois port, sanctuaire et ville, les années 2023-2024 marquaient le 150aire des premières fouilles. Grâce à de nombreuses commémorations en France et en Grèce, ce fut l'occasion de se replonger dans la vie quotidienne des premiers fouilleurs qui ont poursuivi l'exploration archéologique de l'île dans des conditions éprouvantes, récompensées par des découvertes exceptionnelles.
L'École française d'Athènes a en particulier exposé à plusieurs reprises les photographies issues de ses archives à Athènes, mais aussi au musée de Mykonos, rendant ainsi hommage aux très nombreux ouvriers myconiates qui ont travaillé à cette grande fouille. Au musée de Délos, dont nous avons célébré de manière solennelle la réouverture en juillet 2024 aux côtés de l'Éphorie des Cyclades et en présence de la présidente de la République hellénique, l'École française d'Athènes a œuvré à la restauration de la fameuse statue d'Ophélius, découverte dans les fouilles de l'Agora des Italiens en 1880. La restauration a été menée conformément au plan validé par le Conseil archéologique central et nous sommes fiers d'avoir, après tant d'années et grâce à de nombreux partenariats, permis l'exposition de cette œuvre dont les malformations constituaient un défi de restauration et de présentation. Sur le site, de nombreuses études se sont poursuivies sur plusieurs ensembles monumentaux. Cette année 2024 était la dernière du programme ANR Géologie et Architecture à Délos, commencé en 2018. La nouvelle carte géologique de Délos a été mise en ligne sur le web SIG, ainsi que des notices de présentation des carrières antiques et modernes. Une nouvelle étude sur les scellements a aussi été commencée. Le programme d'études des charpentes en pierre est entré dans sa 3e année. Il se concentre sur l'étude architecturale de l'oikos des Naxiens et du portique, qui est nécessaire avant de pouvoir proposer une restitution des parties hautes. La mission a en outre donné lieu à des travaux de restauration des murs de l'oikos, qui ont aussi permis de procéder à des observations complémentaires. Dans le cadre du programme conduit sur l'équipement gymnique de Délos, les efforts se sont concentrés sur le gymnase entièrement nettoyé, qui a fait l'objet de relevés topographiques et architecturaux pour l'élaboration d'un modèle numérique. Les relevés de la palestre ont en outre été achevés, ainsi que des catalogues descriptifs des murs et des structures. À la maison de Fourny, la mission menée en 2024 a permis de compléter la documentation architecturale en vue de la publication prochaine de l'édifice, une vaste maison délienne équipée de complexes d'artisanat et de stockage. Elle a aussi permis de rassembler des informations sur les techniques de construction, sur l'organisation de l'étage et l'aspect des toitures et des sols. Des opérations de restauration s'y sont poursuivies, notamment sur les pavements et sur les mosaïques. Dans le cadre du programme consacré à l'étude de la morphologie urbaine de Délos, les recherches commencées en 2023 sur le quartier du Théâtre et plus particulièrement sur le réseau des voies de circulation ont été élargies au quartier de Skardana et du Stade. Ces travaux donnent lieu à de nouveaux relevés intégrés au web SIG de Délos. D'autres relevés ont été menés sur l'îlot 2 du quartier du Théâtre pour en produire une étude architecturale et un plan de restauration. Les travaux, conduits sur l'îlot de la Maison des Comédiens, ont pour objectif de recontextualiser le matériel trouvé à l'occasion des fouilles et de procéder à une analyse fonctionnelle des espaces. Ils se sont poursuivis avec une photogrammétrie de l'îlot ainsi qu'une étude de son architecture. À une autre échelle, celle de la ville de Délos, on a procédé à une acquisition de données LIDAR et à une analyse thermique par drone en se concentrant sur la plaine située au nord de l'île et dans le quartier du Théâtre. L'objectif de tous ces programmes est de mieux comprendre les évolutions de l'urbanisme des liens et l'occupation des campagnes en regard. À Rennais, l'École française d'Athènes a continué à participer au programme de l'Éphorie des Cyclades qui vise à cartographier les vestiges. Les équipes de l'école se concentrent plus particulièrement sur la nécropole, où les prospections ont été achevées en 2024, et les résultats enregistrés dans une base qui compte environ 6000 données remarquables. La mission a également étudié un monument érigé sur un promontoire face à Délos, qui pourrait être un phare avec 3 étages sur une hauteur d'une dizaine de mètres, à moins qu'il ne s'agisse d'un monument funéraire en forme de phare. En Crète, c'est à Dréros que se tenait au cours de l'été 2024 une autre fouille de l'École française d'Athènes avec l'Éphorie du Laciti. L'exploration a porté principalement sur l'agora aux époques hellénistiques, byzantines et modernes, et les observations faites cette année confirment que la partie centrale de l'agora était aménagée pour traiter le dénivelé sur lequel elle est installée. La fouille de l'édifice hellénistique du secteur 5 a également progressé,
avec notamment la mise au jour au nord de l'édifice de 2 égouts couverts de plaques en pierre qui servaient à l'évacuation des eaux du bâtiment et où se déversait peut-être le débordement de la citerne, témoignage de la gestion de l'eau dans cette cité construite sur les hauteurs. Sur d'autres sites, plusieurs des travaux de l'école portent spécifiquement sur les périodes de l'Antiquité tardive et byzantine. C'est le cas de la fouille de Terpny, où la 3e campagne en 2024 s'est concentrée sur l'étude de la grande basilique à 3 nefs, découverte en 2022 dans la partie est du site, et qui jouxte la basilique à 5 nefs, découverte il y a 20 ans par le service archéologique et dont l'étude pour publication a été également entreprise. Cette dernière s'avère datée de l'époque impériale, construite d'abord comme basilique civile, puis transformée en église. La nouvelle basilique à 3 nefs a été dégagée dans sa totalité en assurant la préservation du sol d'opus sectilé qui la décorait, et une structure vient s'appuyer contre la façade ouest de l'église, probablement un portique. Le narthex a été intégralement fouillé, ce qui a permis de repérer les 7 portes qui étaient percées dans ces murs. Toutes possédaient des seuils construits. Les travaux ont permis de préciser l'aspect de la colonnade qui séparait la nef centrale de la nef latérale sud, pourvue de 4 colonnes, dont plusieurs fragments ont été trouvés. Les dalles de marbre provenaient parfois de matériaux remployés, dont les fragments de 2 stèles inscrites. Donc ce nouveau site d'exploration recèle encore bien des surprises. Mais comme c'est le cas pour les périodes préhistoriques, la Grèce n'est pas le seul espace d'activité de l'École française d'Athènes. À Apollonia d'Illyrie, une équipe de l'EFA est associée à celle de l'École française de Rome depuis de longues années pour l'exploration du site. En 2024, on a pu poursuivre les travaux de topographie pour la constitution d'un SIG et avancer l'étude pour publication de plusieurs secteurs et catégories de matériel. La fouille du remplissage d'un puits et de ses abords a permis de conforter la chronologie du phasage d'un secteur de l'habitat, tandis que d'importants déplacements de blocs en vue de leur classement et de leur étude étaient entrepris. Cette opération a dégagé en même temps de l'espace pour de futures fouilles au niveau de la porte nord-est. L'étude du rempart s'est également poursuivie avec la perspective de restituer l'apparence antique de l'entrée de la ville. Les équipes ont aussi commencé de nouvelles fouilles et études sur les thermes de la ville basse et leur insertion dans la trame urbaine qui semble se distinguer pour ce quartier de la période impériale de l'urbanisme antérieur. À Chypre, l'école a poursuivi son appui à la mission archéologique de Néapaphos à la recherche du tracé du rempart nord et de sa chronologie, de l'époque de la puissance lagide jusqu'à l'époque romaine. Nous avons également repris plusieurs opérations archéologiques sur le site d'Amathonte. La première est un complément à la fouille du palais afin de déterminer l'extension des premières phases et la limite des magasins classiques. On a désormais le plan quasi complet du bâtiment principal du premier palais d'Amathonte, avec une datation qui remonte à la seconde moitié du IXe siècle avant notre ère, une découverte pour l'heure unique à Chypre. L'étude du matériel céramique et la réalisation d'analyses de contenus organiques a permis une étude détaillée des contenants et des contenus qui donne un aperçu des denrées stockées, redistribuées, consommées aux époques archaïques et classiques et font mieux comprendre le rôle de ce royaume dans les circuits économiques de Méditerranée orientale. La deuxième opération menée par l'EFA à Amathonte en 2024 est le début de l'exploration archéologique de la terrasse ouest avec une prospection géophysique et un relevé topographique qui seront suivis de sondages effectués cette année. Parallèlement, le manuscrit de la publication des fortifications a été achevé. La troisième opération, entreprise à Amathonte, relève de l'aménagement du site. Alors qu'une partie seulement, l'agora et la ville basse, est protégée et aménagée pour la visite, l'École française d'Athènes a entrepris avec le service archéologique un programme de mise en valeur des vestiges de l'acropole et ce programme se poursuivra à Amathonte dans les années à venir. Ce panorama n'est pas exhaustif et pourrait encore être enrichi de nombreuses études de matériel, de prospection et de relevés de terrain qui font usage des techniques les plus récentes pour la modélisation des sites et des monuments. Ce fut le cas à Amyclée, au Val des Muses ou encore sur la Navlokos. Mais il montre que ces explorations archéologiques dessinent un périmètre large
celui de la Méditerranée et des Balkans, dans lequel nos travaux en Grèce s'insèrent spontanément. Ce cadre large contribue à la comparaison, au renouvellement des approches, au questionnement méthodologique. Et c'est ce même périmètre qu'occupent les travaux du domaine médiéval, moderne et contemporain, avec les mêmes principes. Les recherches menées à l'École française d'Athènes dans ces domaines couvrent en réalité une zone plus large que celle de l'État grec dans ses frontières actuelles, permettant de prendre en compte les territoires impériaux et les espaces de circulation qui sont à l'origine des États actuels. Les Balkans et la Méditerranée orientale constituent ainsi la toile de fond d'une histoire croisée, soucieuse de mettre en évidence la complexité des interactions et des circulations et leurs effets sur le cours de l'histoire comme sur le développement des historiographies. Ainsi, la constitution d'un corpus documentaire sur l'histoire de la Grèce franque et latine s'est poursuivie en 2024, tout particulièrement dans le cadre du programme Écrire l'histoire de la Grèce franque entre Athènes, Rhodes et Nicosie, et grâce à la base de données qui lui est associée, Frankica. Celle-ci s'est régulièrement enrichie de nouvelles notices pour devenir un répertoire analytique de plus en plus complet sur la Grèce franque, et un nouveau colloque d'historiographie a réuni l'équipe à l'Université de Chypre. D'autres travaux documentent, avec des missions sur le terrain et en archives, les influences latines sur la Grèce à travers l'étude de la situation des monastères orthodoxes de Grèce sous autorité latine, mais aussi à travers l'étude des peintures des églises du Péloponnèse et encore à travers le croisement des traditions byzantines et vénitiennes dans la pratique du chant liturgique à Chypre. Sur les périodes plus récentes, du XIXe et du XXe siècle, les travaux des équipes de l'EFA se concentrent sur quelques thématiques qui prolongent cette enquête décloisonnée sur la Grèce, les Balkans et la Méditerranée orientale. Dans le domaine de l'histoire et de la mémoire des communautés minoritaires, l'école française continue à la fois à identifier des fonds d'archives publics ou privés et à analyser les pratiques et les discours mémoriels concernant des communautés dont l'existence a été fortement affectée par les bouleversements politiques du XXe siècle. On a en particulier poursuivi en 2024 le dépouillement de la presse hellénophone de communautés demeurées dans les États successeurs de l'Empire ottoman en Méditerranée orientale, mais aussi la collecte d'archives sur la diffusion du cinéma à Thessalonique dans les différentes communautés de la ville, dont les séfarades. S'y ajoute l'étude comparée des pratiques mémorielles des communautés juives et arméniennes dans les métropoles du sud-est européen et la collecte de la mémoire des réfugiés de la guerre civile par l'intermédiaire de leurs émissions radiophoniques. Les Balkans et la Méditerranée orientale sont communément représentés comme étant un espace d'enchevêtrement de langues, de religions, d'institutions sociales et de formes culturelles variées. Les circulations, les interactions, les effets de voisinage, ainsi que la richesse des sources sur la longue durée font de la région un observatoire de la fabrique des identités et de la variation culturelle se prêtant à croiser anthropologie et histoire. Ainsi, deux orientations déjà présentes lors des années précédentes se sont fortement affirmées en 2024. La diversité religieuse et confessionnelle est au cœur des identités, des tensions et des conflits qui traversent la région des Balkans et de la Méditerranée orientale. L'étude des lieux de culte partagés permet d'en rendre compte avec des missions d'observation qui se sont déroulées en Crète, en Thessalie, en Albanie, en Croatie et en Roumanie, donnant lieu à la préparation d'un dossier d'études dans le bulletin de correspondance hellénique moderne et contemporain. Cette approche conduit à observer en Grèce et aux marges de la Grèce un intéressant phénomène contemporain, le renouveau polythéiste et la réinvention des religions antiques avec des pratiques rituelles et patrimoniales qu'ils suscitent. C'est entre autres au nom de ces travaux que l'École française d'Athènes est partenaire d'un grand programme universitaire France 2030, Religis, consacré aux questions religieuses dans le monde contemporain. L'activité des programmes de la section moderne et contemporaine de l'école a été également soutenue en 2024 dans une deuxième direction, celle des études sur la musique et les paysages sonores. C'est ainsi que le programme Les confins de la musique a poursuivi ses enquêtes ethnomusicologiques dans la région de Florina, en Macédoine occidentale, ainsi que dans l'île de Chios.
3 missions de terrain ont permis de collecter des témoignages oraux et de produire des photographies documentant les pratiques musicales dans une région frontalière où la musique, le chant et la danse sont aussi des marqueurs identitaires. Ces approches ont été associées à plusieurs initiatives de formation à l'anthropologie des paysages sonores menées en partenariat à Sofia, Plovdiv et Athènes. Enfin, avec ses programmes d'histoire économique et de géographie, l'École française d'Athènes est aussi un laboratoire d'études urbaines du 19e au 21e siècle, un laboratoire qui s'intéresse par ses partenariats avec plusieurs universités grecques au phénomène d'industrialisation et à l'histoire des entreprises en Grèce, plus particulièrement centrée sur la ville d'Athènes. Implantée à Athènes depuis 1846, l'École française d'Athènes a accompagné le développement urbain de la capitale de la Grèce moderne. Athènes a constitué pour ses chercheurs un lieu d'observation des événements historiques, mais aussi un observatoire des grandes évolutions urbaines qui l'ont affectée dans la durée. Aujourd'hui, l'École française d'Athènes soutient des recherches qui produisent et mettent à la disposition des chercheurs des données inédites alimentant la recherche sur l'histoire, la sociologie et la géographie de la ville. Le traitement des archives de Joseph Chamonard, qui documente la Grèce et en particulier Athènes dans les débuts du XXe siècle, en constitue un bon exemple. Avec la constitution de nouveaux corpus photographiques aujourd'hui, avec l'enrichissement de l'Atlas social d'Athènes, l'École française d'Athènes aborde désormais avec ses partenaires une démarche comparative avec d'autres villes dans les Balkans et en Méditerranée orientale et soutient le réseau des Atlas, Atlas Global Network. L'École française d'Athènes entend ainsi s'affirmer du côté de ses partenaires de Grèce, des Balkans et de Méditerranée orientale comme un passeur de savoir permettant de faire dialoguer différentes traditions d'études dans une approche transnationale, et du côté des universités françaises comme un centre de compétences, d'expertise et de formation sur la complexité de cette partie de l'Europe. Mais ce savoir n'est rien s'il n'est pas partagé avec les grands questionnements de nos sociétés contemporaines. Dans une politique de sciences ouvertes, le projet Archéologie de la transparence a ainsi abouti à la numérisation, à la description et à la mise en ligne sur notre plateforme Archimage de plus de 4000 plaques de verre et autochromes, plus particulièrement pour les sites de Délos et d'Athènes, des séries qui sont maintenant accessibles à tout public. En 2024, nous avons continué à publier de nombreux livres dans plusieurs langues, à organiser de nombreux colloques et formations, à mettre en ligne de nombreuses bases de données. La bibliothèque et les archives ont enrichi leurs outils de recherche documentaire. Et depuis la fin de l'année 2024, l'école propose son podcast « Rendez-vous Rudy Dotou » avec un jingle qui est certainement déjà entré dans toutes les têtes. L'année 2024 a également été marquée par une très grande implication de l'école dans les médias et dans la valorisation de nos travaux. Parmi les nombreux tournages qui ont eu lieu sur différents sites de fouilles et qui sont en cours de montage auprès de plusieurs compagnies de production, je retiendrai une opération que nous avons menée cet automne et qui combine archéologie expérimentale et réflexion sur les mécanismes de la démocratie, un sujet dont chacun sait le caractère crucial dans l'actualité. L'aboutissement d'un programme de recherche a permis, grâce à de nombreux partenariats, de reproduire en marbre et avec tous ses accessoires une machine à tirer au sort en usage dans l'Athènes démocratique de la période classique, le clérothérion. Grâce à cela, nous avons pu mener grandeur nature une opération de tirage au sort dans la stoa datale de l'Agora d'Athènes avec la participation d'élèves du lycée franco-hellénique Eugène Delacroix et d'étudiants d'Athènes. Cette expérience a permis en particulier de chronométrer le temps nécessaire aux opérations de tirage au sort et de mieux percevoir les ambiances sonores autant que le fonctionnement même de cet objet. Cette séquence est un épisode du documentaire sur la démocratie athénienne qui sortira en 2026 sur plusieurs chaînes internationales. Sensible aux grands enjeux contemporains qui touchent l'archéologie, l'École française d'Athènes est aussi engagée auprès de la Commission européenne dans une réflexion concrète sur la lutte contre le trafic d'antiquités dans le cadre du projet Horizon Europe Anquise, dont nous sommes le coordinateur. En effet, cette question appelle des compétences très classiques d'archéologues sur la recherche de provenance, la détermination des ateliers et des lieux de fabrication des œuvres antiques.
Elle appelle aussi les compétences pluridisciplinaires d'historiens de l'art, de juristes et de sociologues pour mieux comprendre les rouages de ce trafic et trouver des solutions pour protéger le patrimoine des pays qui le subissent. En 2024, avec l'aide de partenaires développeurs de nouvelles technologies, le consortium Anquise a présenté ses travaux à plusieurs reprises, à Bruxelles, mais aussi devant des communautés d'utilisateurs. Une série de démonstrations des outils en cours de développement a permis de procéder à des tests d'amélioration grandeur nature à Thessalonique et à Amphipolis grâce à l'appui du ministère grec de la Culture. Et bien sûr, en 2024, un autre grand événement de société nous a menés avec la flamme olympique d'Athènes à Paris. Tandis que la flamme olympique voyageait depuis le stade d'Athènes pour l'organisation des Jeux olympiques de Paris, l'École française d'Athènes ouvrait au musée du Louvre l'exposition L'Olympisme, une invention moderne, un héritage antique. En assumant avec le Louvre le commissariat de l'exposition, l'École française d'Athènes y présentait aussi ses archives, dont un fonds important documente la manière dont les savants réunis autour de Pierre de Coubertin ont utilisé leur connaissance de l'archéologie pour reconstituer les Jeux modernes. Tous les services de l'école concourent à ce très riche bilan de nos travaux de l'année 2024. Des services administratifs et financiers en passant par la bibliothèque et les archives, du service informatique à la direction des études, du service des publications au pôle de communication, toutes et tous travaillent plus que jamais de manière transversale au service de programmes qui mettent à l'honneur la production de références et le partage du savoir. Alors, je crois que nous pouvons saisir l'occasion de cette conférence pour décerner à tout le personnel de l'école, virtuellement, une médaille olympique des JO de 2024. Et c'est sur cet élan olympique que je vais clore cette présentation avant de vous présenter la suite. À bien des reprises, des membres de l'École française d'Athènes sont allés au-delà des frontières de la Grèce pour poursuivre leurs recherches, forts de leur expérience acquise sur le terrain grec. Les uns vers l'Égypte, d'autres vers l'Asie centrale ou vers différents pays des Balkans, en créant des partenariats avec d'autres écoles françaises à l'étranger et avec d'autres institutions de recherche. Ils ont appris de l'École française d'Athènes, mais c'est aussi à l'École de la Grèce qu'ils ont construit leur parcours et leurs compétences, devenant à leur tour des exemples. Et c'est le cas de l'oratrice que j'ai invitée ce soir, Catherine van der Heyde. Catherine est ancienne membre belge de l'École française d'Athènes, actuellement maître de conférences en histoire de l'art et archéologie du monde byzantin à l'Université de Strasbourg, et elle enseigne aussi à l'Université libre de Bruxelles. Elle a publié des études sur la sculpture architecturale byzantine de Nicopolis. Elle a étudié la sculpture architecturale byzantine du littoral bulgare. Elle a aussi travaillé à l'époque où la situation géopolitique le permettait sur les chapiteaux byzantins de la ville d'Apamée de Syrie. Et forte de cette très riche expérience de terrain, Catherine van der Heyde s'est ensuite familiarisée avec l'archéologie urbaine en Serbie, jusqu'à prendre en 2019 la direction d'une mission archéologique majeure qui est menée par l'École française de Rome et par l'Institut archéologique de Belgrade. C'est la mission archéologique de Tsaričin-grad. Et c'est de cette ville grandiose et éphémère au cœur des Balkans qu'elle a accepté de venir nous parler ce soir, reliant ainsi les deux écoles et de nombreux partenariats partagés. Et au nom de nous tous, je l'en remercie très vivement.